je crois il est utile de prendre les choses d'un point de vue historique pour comprendre où on est, pour comprendre aussi quelle est la dynamique qui sous-tend la situation présente et le ressort qui nous propulse vers le futur. Hein. En fait, si on voit la dynamique qui traverse les institutions, on peut, d'une certaine manière, au moins qualitative, anticiper une prospective. Et donc, en ce qui concerne les plateformes, en fait, c'est l'informatisation du commerce, on peut dire ça comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça commence en 69, lorsqu'on met des ordinateurs en connexion, hein, lorsqu'on commence à installer ce qui est devenu l'Internet par la suite. Et dans les années 70, les esprits les plus perspicaces se sont dit, mais on va faire du commerce avec ça, on va faire du commerce informatique, du commerce électronique. Quelques penseurs ont anticipé cette chose qui s'est développée évidemment quelques décennies plus tard. Qu'est-ce que ça change par rapport au commerce qu'on connaît, à ce qui se passe sur la place de marché d'un village, à ce qui se passe dans un grand magasin, hein? Eh bien, la première chose que l'informatique apporte, c'est l'ubiquité. L'ubiquité du réseau, le fait que le magasin électronique est accessible depuis n'importe où, puisqu'il est sur l'Internet, il devient ubiquitaire. Et du coup, la chalandise qui lui est offerte est d'une toute autre dimension que celle qui est offerte à un épicier dans un quartier ou même à un magasin de grande surface en périphérie d'une ville. On passe de quelques dizaines de milliers ou de quelques centaines de milliers de clients potentiels à quelques milliards. La dimension n'est plus du tout la même. Donc, ubiquité, indifférence par rapport à la localisation géographique. Nous verrons peut-être tout à l'heure que cette indifférence n'est pas parfaite pour des raisons culturelles, mais physiquement, en tout cas, elle est disponible. Ensuite, le fait que le service qui est rendu par un commerce électronique, un commerce informatisé, peut s'appuyer sur ce que l'informatique permet, hein, en termes d'analyse des besoins des clients, d'analyse de leurs pratiques, de leur consommation, analyse statistique, ou d'ailleurs la fameuse intelligence artificielle, qui n'est jamais qu'une version évoluée de l'analyse des données, hein, fait son œuvre. Hein, donc, segmentation, conseil aux clients, comme le fait Amazon qui vous recommande des bouquins, analyse des comportements, etc. Ça, évidemment, un commerçant intelligent le fait dans son magasin. Hein. Dans ma campagne, il y a une épicière absolument géniale qui, quand on rentre dans son magasin, est capable de dire « Ah, j'ai quelque chose pour vous aujourd'hui parce que je sais que ça vous plaira, etc. » Voilà. Ça, c'est admirable, quoi. Hein. Bon. Et ce comportement très fin de connaissance du client, d'interprétation de ses pratiques et de ses besoins, eh bien, le système informatisé le simule à peu près. D'ailleurs, avec des compléments humains tout à fait précieux. Sur Amazon, si vous avez un problème, vous pouvez échanger par téléphone ou par chat avec un opérateur humain, et ils font ça très très bien. Ça marche très très bien. C'est un intelligent complément de l'informatique et des opérateurs humains. Donc, informatisation en deux sens. Hein, d'une part, ubiquité de la ressource informatique, et deuxièmement, puissance informatique qui est mise à disposition moyennant des algorithmes statistiques pour qu'on puisse se comporter avec les clients d'une façon astucieuse et segmenter l'offre, etc. Quand on essaie de comprendre ce qu'est cette économie des plateformes, il faut la situer dans l'économie de l'informatisation, finalement. C'est de là que ça vient. C'est un cas particulier de l'informatisation. Ça s'appuie, du coup, sur des algorithmes qui supposent eux-mêmes des connaissances mathématiques assez pointues. Vous savez, sur Google, le PageRank de Google, le système qui permet de classer les pages qu'on vous affiche selon leur intérêt, s'appuie sur une analyse d'une matrice de citation mutuelle des pages les unes vers les autres et sur l'extraction d'un vecteur propre de cette matrice. Hein. Ce n'est pas tout à fait négligeable du point de vue mathématique.
Par ailleurs, la blockchain, qui est devenue un des instruments avec lesquels se construisent les plateformes, encore modestement maintenant, mais sans doute de façon beaucoup plus importante dans le futur, on ne peut rien y comprendre si on ne sait pas ce que c'est qu'une fonction de hachage et si on ne connaît rien non plus à la cryptographie. Pour rentrer dans le fonctionnement de la blockchain, ces deux éléments de connaissance sont nécessaires. Donc on a un problème de compétence de la part des gens qui montent ces plateformes. Les gens qui montent ces plateformes sont tous des gens qui ont une formation et qui réussissent, sont tous des gens qui ont une formation scientifique solide et une formation informatique pointue. Vous pouvez prendre les deux fondateurs de Google. Quand ils ont conçu leur truc, il y avait déjà des moteurs de recherche, mais les moteurs de recherche n'avaient pas le PageRank. Donc ils ont apporté ce plus en qualité. Les pages qu'on vous cite sont classées selon leur légitimité ou leur reconnaissance. Bon. Et donc ils ont su inventer ça, ça leur a apporté un gain en qualité important. Et deuxième dimension tout à fait importante, c'est la scalabilité de leur système. Ils ont monté leur truc, ils ont monté leur PageRank, et ensuite ils ont conçu leur système de telle sorte qu'ils soient capables par la suite d'absorber, sans une reconception fondamentale, sans qu'on soit obligé de reconstruire tous les programmes, etc., d'absorber des milliards de documents et des milliards de requêtes. Voilà. Et avec une intensité... Et ça leur a permis, bien sûr, ensuite de développer ces fermes de serveurs qu'on voit fonctionner. C'était déjà conçu dès le début. Mais pour concevoir un système scalable, il faut des compétences pointues. Voilà. Et ces compétences pointues, le concepteur d'Amazon les avait aussi. C'est quelqu'un qui sait très bien se repérer dans le monde des moyens informatiques et des algorithmes. Le concepteur de Facebook, c'était un maniaque de l'informatique, etc., etc. Vous trouvez partout ce type de profil. Ce qui fait que, dans le contexte français où nous sommes et où on considère que l'informatique, c'est une technique qui est bonne pour des gens en blouse grise et qui ne mérite pas l'attention des dirigeants, lesquels sont de grands seigneurs, maîtres du langage et de la rhétorique, on est un peu mal, quoi. Je pense que la position des maîtres de notre économie par rapport à l'informatique ne nous favorise pas. Alors, nous avons développé à l'Institut de l'économie, on a essayé de comprendre ce que c'était que cette économie informatisée dans laquelle il faudrait et d'apporter à nos dirigeants les éléments d'une culture informatique qui leur permettrait d'avoir une intuition correcte, une intuition exacte de ce que l'informatique peut ou pas faire et de ce que peut être une entreprise informatisée. Et donc, on a développé un modèle économique qu'on appelle donc le e-economy, où on tire les conséquences de l'informatisation. Quelles sont-elles? Bon, l'ubiquité dont on a parlé, la puissance des algorithmes dont on a parlé, le fait que les tâches répétitives ont vocation à être automatisées, qu'elles soient d'ailleurs mentales ou physiques, et le fait que du coup, les tâches répétitives étant automatisées, l'essentiel de la fonction de coût des entreprises, l'essentiel de la dépense se trouve dans l'investissement en conception, en développement, en organisation, en logistique, donc l'investissement initial. Du coup, on a une fonction de coût à rendement d'échelle croissant. Du coup, le régime de concurrence qui s'installe, et là on va revenir aux plateformes en un instant, le régime de concurrence qui s'installe sur le marché, c'est la concurrence monopolistique. C'est soit le monopole naturel, soit la concurrence monopolistique. Et en fait, quand un monopole naturel s'installe, le meilleur moyen d'arriver à le combattre, c'est de différencier le produit pour offrir quelque chose d'un peu différent de ce qu'il offre, et à ce moment-là, on revient à la concurrence monopolistique. Alors, quelle est la stratégie des entreprises dans ce contexte-là? Eh bien, c'est d'essayer de conquérir une position de monopole sur un segment de clientèle, de diversifier son produit, de diversifier son service, de sorte qu'il soit bien adapté à un segment de clientèle pour lequel on est vraiment le meilleur.
ce monopole ne peut être que temporaire. Et c'est là que quand on dit que dans les plateformes, le gagnant, le premier ramasse tout, hein, et prend tout le marché, c'est faux. C'est faux. Vous prenez Amazon, par exemple, qui a quand même une énorme réussite dans le domaine du commerce électronique. Eh bien, il est concurrencé en Chine par Alibaba et en Afrique par Jumia, hein, qui sont deux nouvelles formules de commerce électronique. Alors évidemment, en Chine, ça c'est grâce au caractère chinois que c'est quand même plus facile pour Alibaba de faire des caractères chinois que pour Amazon, encore que, mais enfin, ça s'est passé comme ça. Et en Afrique, eh bien, il y a une particularité du marché africain qui est qu'en Afrique, on paie à la livraison. Hein. Et donc, l'organisation de Jumia est spécifique, elle est différente. Voilà. Et c'est là la grande astuce de la concurrence monopolistique. Les diverses offres concurrentes se différencient par des paramètres qualitatifs. La langue, en ce qui concerne Alibaba par rapport à Amazon, le mode de règlement des achats en ce qui concerne Jumia pour l'Afrique. Hein. Et il y a sans doute aussi d'autres caractéristiques qualitatives auxquelles je ne pense pas en ce moment-là. Donc l'astuce, en concurrence monopolistique, c'est de différencier son produit par des paramètres qualitatifs qui ne sont pas nécessairement haut de gamme, bas de gamme. Hein. C'est des paramètres qualitatifs comme le fait que ta chemise est bleue, la mienne est à carreaux. Bon voilà, c'est des paramètres qui distinguent les variétés du produit de façon qualitative. Donc le mode de raisonnement dans lequel on pense que les positions de monopole sont prises et qu'elles sont prises une fois pour toutes et que le winner takes all et qu'il n'y a plus rien à voir, elles sont contredites par les faits, elles sont contredites aussi par la théorie qui met en avant le phénomène de différenciation qualitative. Alors, ces positions de monopole sur des segments de besoins, elles sont inévitablement temporaires. L'équilibre de concurrence monopolistique, quand on le regarde de façon statique, il vous découpe le marché en polygones ou en volumes qui se touchent les uns les autres, et puis ça a l'air paisible. En réalité, le découpage du marché, c'est plutôt la surface d'un liquide bouillonnant, hein, où vous avez des bulles qui sortent, qui éclatent, qui remplacent les autres, qui les surmontent, etc. C'est extrêmement mobile. Donc, les entreprises ambitionnent un monopole. Il sera temporaire parce que la concurrence arrive et les bouscule. Pour survivre, ils baissent le prix. Donc le bénéfice du monopole en question passe au consommateur. Hein. Et puis, pour survivre encore, ils doivent innover de nouveau pour se retailler un nouveau monopole sur un nouveau segment éventuellement, etc. Donc c'est un type de fonctionnement économique qui fait tourner à vive allure le moteur de l'innovation. Une allure que ma femme juge d'ailleurs trop rapide parce qu'elle trouve qu'il y a trop de nouveautés qui nous tombent dessus et qu'on n'a pas le temps de les assimiler. C'est d'ailleurs un problème effectif, c'est vrai. Alors, là, il y a une question pour le régulateur. Puisque tu connais bien l'économie de la régulation, je vais te la poser. Le régulateur, dans cette économie-là, il doit régler la durée du monopole. Hein. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'une entreprise qui reste trop longtemps monopoliste, elle s'endort sur ses lauriers, elle devient parasitaire, en fait, voilà, elle s'endort. Bon. Il ne faut pas que ce soit trop court, parce que si le monopole est trop court, l'incitation à innover s'éteint. C'est vrai qu'innover, c'est très pénible. Hein. Il faut se réorganiser, il faut dépenser beaucoup. Bon. Donc, il faut que la durée du monopole soit suffisante pour que l'effort d'innovation trouve sa récompense. Et donc, la mission essentielle du régulateur dans cette économie informatisée, c'est de régler la durée des monopoles de sorte que le moteur de l'innovation tourne à une vitesse raisonnable et suffisamment soutenue. Alors, si vous regardez ce que font les régulateurs aujourd'hui, c'est rien de tout ça. Hein. Les régulateurs d'aujourd'hui, ils ont en tête le modèle de concurrence parfaite. D'ailleurs,
il voudrait bien imposer la vente au coût marginal, qui est un des corollaires du modèle de concurrence parfaite. Le malheur, c'est que quand vous avez des rendements d'échelle importants, le coût marginal est soit négligeable, soit nul. Donc, si vous vendez à un coût nul, ben vous êtes mort en tant qu'entreprise. Donc, ils sont complètement à l'envers, les régulateurs aujourd'hui. Et ils sont très loin de concevoir que leur tâche, c'est de protéger des monopoles pendant une certaine durée. Au contraire, ils les combattent, ils veulent les anéantir. Donc, protéger les monopoles pendant une certaine durée qui leur permet de rentabiliser leur effort. Au contraire, la politique actuelle serait plutôt de continuer à dire que les monopoles, c'est le diable, c'est l'ennemi et qu'il faut les combattre absolument. Donc, vous voyez, le modèle de l'économie nous permet de mettre en lumière ce que l'on dit sur les monopoles et la grande crainte que l'on a des monopoles des plateformes. Il faut le relativiser. Il y a aussi une autre dimension que je voudrais souligner, parce qu'on la voit aussi apparaître, c'est ce que devient le travail humain dans cette affaire. À partir du moment où les tâches répétitives sont automatisées, eh bien le travail répétitif est confié aux automates et l'être humain n'intervient plus. Ce qui fait que l'emploi de la main-d'œuvre n'a plus de sens. La main-d'œuvre, on lui demandait quoi? On ne lui demandait pas de penser, de réfléchir, d'avoir des initiatives. On lui demandait de faire exactement ce qui était prescrit dans un travail répétitif. Bon, actuellement, dans les entreprises de maintenant, on va demander aux gens de faire des choses qui ne sont pas répétitives, puisque c'est l'automate qui les fait. Idéalement, je veux dire. On va leur demander des choses qui ne sont pas répétitives, donc de travailler avec leur cerveau. Et de travailler avec leur cerveau en s'appuyant sur les ressources que leur fournit l'informatique. Donc, on réalise dans cette économie-là la symbiose que Licklider a annoncée en 1960 entre le cerveau humain et l'informatique. L'homme au travail aujourd'hui, d'ailleurs quand vous allez dans une entreprise quelconque, vous voyez les gens sont devant des ordinateurs ou bien ils sont en réunion. C'est l'un ou l'autre. Bon. Il dit toujours non. On va causer tout à l'heure. Voilà. Bon. Et donc, vous avez cette symbiose du cerveau humain et de l'ordinateur, ça forme ce que nous appelons, nous, dans l'Institut de l'économie, le cerveau d'œuvre. Et c'est ça l'unité de travail d'aujourd'hui. Alors, ces personnes à qui on demande d'être capables d'assumer des responsabilités, de prendre des initiatives, d'agir de façon responsable, elles se trouvent soumises, malheureusement encore, à une organisation hiérarchique qui est tout à fait la négation de ça. Vous savez, dans les entreprises, on vous demande de prendre des responsabilités, des initiatives, mais en même temps d'être discipliné et obéissant. C'est impossible. Voilà, bon. Donc, on est actuellement dans une période où le virage vers le cerveau d'œuvre se produit sans être voulu, sans être organisé et avec des incohérences intimes qui le démolissent. On voit aussi d'ailleurs de la part des directions générales des tentatives de programmer l'action des agents qui sont en face du client, comme s'ils étaient des ordinateurs. Je vais à la gare dans mon village, j'arrive à 10 heures, le type me dit « Ah non, on ne vend plus de billets à partir de 10 heures, et de toute façon, même si je voulais vous vendre le billet, mon ordinateur est débranché, c'est la direction générale qui organise ça comme ça. » Voilà. Donc on programme l'action de l'agent qui a été mis devant les clients, c'est la relation qui a la plus haute valeur ajoutée, on la programme comme si c'était un ordinateur et on l'empêche de fonctionner. Donc ce genre de comportement est évidemment contraire à l'économie. Alors j'admire beaucoup les plateformes qui ont réussi, par contre, à résoudre ce problème et à mettre en face du client des agents de qualité qui ont une bonne relation commerciale et qui savent comprendre ce qu'on leur dit et répondre de façon intelligente. C'est par exemple le cas d'Amazon, comme je vous le disais tout à l'heure. Si vous avez un pépin avec Amazon, vous aurez en face quelqu'un de compétent et en plus de sympa, par-dessus le marché, qui traitera votre problème sans
enfin en comprenant tout de suite ce que vous lui dites et en le résolvant sans difficulté. D'ailleurs, pour le résoudre, son système d'information lui amène tout ce qu'il faut, bien sûr, comme information pour savoir où vous en êtes, qui vous êtes, etc. Alors justement, puisque je parle de système d'information, l'informatisation des entreprises se concrétise dans leur système d'information. C'est une expression qu'on n'aime pas, c'est pas très populaire, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Et les systèmes d'information combinent, enfin, font des entreprises, chaque entreprise devient une sorte de plateforme, puisqu'elle offre à tous ses agents la ressource informatique sur leur ordinateur, hein, pour qu'ils puissent travailler avec. Et donc, la logique de plateforme est beaucoup plus répandue qu'on le croit. Elle est beaucoup plus minuscule, beaucoup plus microéconomique, au sens petit, si vous voulez, qu'on le pense. Les entreprises qui sont informatisées intelligemment, c'est-à-dire qui ont réussi les diverses étapes de l'ingénierie d'un système d'information, ont vocation à être interopérables avec leurs partenaires. Elles savent maîtriser les problèmes de sémantique que pose la communication entre des systèmes d'information divers, et elles savent fonctionner en plateforme. Ce qui fait que cette logique de plateforme est beaucoup plus répandue, beaucoup plus disséminée qu'on ne le croit. On va avoir bien sûr de grosses plateformes qui seront en position de monopole temporaire et bousculées. On aura de petites plateformes qui vont viser des petits segments, mais qui fonctionneront. Et on aura des entreprises qui vont développer des plateformes. L'autre jour, je discutais avec le patron de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, qui est une entreprise qui s'est construite autour de la modélisation 3D des produits industriels, est en train de construire une plateforme de l'impression 3D. C'est-à-dire que si une entreprise a besoin de se faire fabriquer une pièce en titane dont elle a le modèle numérique, eh bien, elle l'envoie à Dassault Systèmes. Elle trouve sur le site de Dassault Systèmes des imprimantes, enfin des entreprises qui possèdent des imprimantes et qui sont capables d'imprimer sa pièce. Elle envoie la commande et elle recevra sa pièce par DHL ou un autre dans quelques délais, quoi. Donc, alors qu'il est extrêmement difficile pour une entreprise de rentabiliser une impression 3D de grande taille, ça coûte très cher, les grosses imprimantes 3D qui vous fabriquent des pièces en métal, là, ça permet de les mettre en réseau et de les rentabiliser d'une façon efficace. Voilà un type de nouvelle plateforme qui se crée comme ça et qui va, je suppose, marcher, qui vise évidemment le marché mondial. Ils visent évidemment une position de monopole, ils l'auront ou ils ne l'auront pas, mais en tout cas, c'est leur ambition. Voilà un exemple de plateformisation nouvelle qui émerge.